caché, je vous l'ai dit avant, mais c'est vrai que c'est aussi moi ce qui m'a donné envie d'animer cette table ronde, c'est justement ce choc un peu de culture entre les mots zombies et presse universitaire de France, parce que moi je reste un enfant des que sais-je, c'est vrai qu'il y avait quand même quelque chose qui paraissait un peu entrer en collision dans mon esprit. Justement alors, dans l'idée, c'est de voir au-delà finalement d'une imagerie populaire et de se dire que cette imagerie, elle n'est pas forcément, comme parfois on peut le penser, un peu artificielle, mais qu'elle a vraiment un fond. Oui, mais c'est justement pas voir au-delà d'une imagerie populaire, c'est voir au cœur de l'imagerie populaire. C'est arrêter d'être complexé, de s'intéresser à des choses populaires pour se dire que cette popularité-là, elle est profondément révélatrice. Elle est la marque d'une résonance entre un objet et des gens d'une époque, etc. Et donc c'est ça qui m'a intéressé. Un objet qui ne serait pas à la mode voudrait dire qu'il n'est peut-être pas parfaitement, pas toujours, mais qu'il n'est pas toujours parfaitement en adéquation avec son époque. Et le zombie l'était, et je me suis rendu compte que, en fait, le zombie était d'autant plus intéressant que c'était une figure qui s'était transformée. Le zombie haïtien n'a pas grand-chose à voir avec le zombie d'aujourd'hui. Le zombie haïtien, c'est la figure de l'esclave, c'est-à-dire que en Haïti, le zombie, c'était quelqu'un qui était ensorcelé par un sorcier et qui allait perdre sa conscience et qui devrait se soumettre à un sorcier, à un maître, et qui obéirait à ses contraintes, à ses exigences. Mais cette logique-là impliquait la possibilité d'en sortir. C'est-à-dire que si le sorcier arrêtait de droguer le zombie, ou si le zombie réussissait à être sauvé par quelqu'un d'autre, c'était une condition temporaire. Et donc, il y a toutes sortes de choses qui ont disparu dans cette forme du zombie-là dans les années 60, à commencer par un maître. Le zombie n'a plus de maître. Deuxièmement, le zombie, il est désormais un état permanent. Donc, il y a quelques séries ou il y a quelques bouquins qui s'interrogent sur ce problème-là, mais c'est parce que fondamentalement, le zombie, il est désormais considéré comme un état permanent. Et ce n'est plus une figure de l'esclavage, ou pas directement pour nous, c'est plutôt la figure d'une sorte de châtiment, que ce soit un châtiment divin, comme chez Romero dans La Nuit des morts vivants, hein, ou même dans l'autre des morts vivants, il y a quelqu'un qui dit lorsque l'enfer sera plein, les morts viendront marcher sur la terre. Ça sert d'image pour penser la figure du zombie. Ou encore dans la Nuit des morts vivants, où il y a un satellite qui est en train de revenir qui provient de Mars et qui est en train de revenir vers la Terre, et qui serait responsable de cette étrange épidémie où tous les morts reviennent à la vie. Alors les gens qui sont dans les salons funéraires, etc., tout le monde revient à la vie. Là encore une fois, on se rend compte que cette figure-là fonctionnait assez bien pour les années 60 ou les années 70, des époques encore marquées par la religion catholique aux États-Unis, chrétienne. Donc l'idée d'un jugement où tout le monde reviendrait à la vie à un moment donné. Cette idée-là a pratiquement complètement disparu de la figure du zombie actuel, où c'est une épidémie. C'est pas tous les morts qui reviennent à la vie, c'est ceux qui ont été mordus, c'est ceux qui ont été touchés par cette figure de l'épidémie-là qu'est le zombie. Alors il y a, à mon avis, au moins 3 moments dans l'histoire du zombie. Il y en a probablement un 4e qui est en train de s'esquisser, mais il y a 3 moments dans l'histoire du zombie qui correspondent à chaque fois à la société dans laquelle le zombie apparaît. Le zombie est un révélateur parce que c'est une figure qui est plastique. Elle est capable de se plier à différentes époques, à coller dans une certaine mesure aux craintes, aux fantasmes, aux terreurs d'une époque. Et ça, c'est assez fascinant de le constater. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit de nous, justement, cette figure? De quoi avons-nous peur? Et qu'incarnons-nous, finalement? Pardon, il faut que je parle en face du micro. Donc, je demandais qu'incarnons-nous dans cette figure du zombie, justement? Que dit-elle de nous? Une figure est capable de résister au temps parce qu'elle cristallisé en elle beaucoup de choses. À mon avis, le zombie, c'est pas 2 ou 3 phénomènes importants qui se seraient accumulés, mais c'est énormément de facettes de notre propre société qu'on peut y voir. L'exemple que je donne souvent, que je trouve particulièrement intéressant, c'est comment est-ce qu'on explique fondamentalement le zombie dans le cinéma ou dans la littérature de zombie.
La plupart du temps, on va dire, le zombie, vous savez, c'est un être qui est mort, qui est revenu à la vie, ou plus exactement, dont une partie du cerveau a recommencé à être, comment on dirait, électrifiée. Hein, vous savez, il y a une partie du cerveau qui s'est remis en marche, et ce serait la partie la plus profonde du cerveau, la partie la plus primitive, la plus ancienne. Donc le zombie serait une sorte de bête cannibale, parce que fondamentalement, la partie la plus ancienne de son cerveau se serait remise à fonctionner. Qu'est-ce que ça nous dit? Mais qu'il existe un discours aujourd'hui qui prétend que l'être humain, fondamentalement, est quelqu'un de violent, et quelqu'un dont les pulsions sont dangereuses, sont agressives, etc. Et donc que la civilisation, cette espèce de vernis que l'on aurait autour de notre noyau primitif, nous empêcherait d'être violents les uns avec les autres. Et ce discours-là, c'est le discours des faits divers. Hein. Si vous ouvrez le journal, si vous ouvrez les actualités télévisées, ou si vous... c'est le discours omniprésent qui dit « méfiez-vous de vos voisins ». Aux États-Unis, c'est encore plus fort, où les discours de survie sont encore plus présents. Méfiez-vous de votre voisin, parce que si jamais les choses avaient à dégénérer, c'est quelqu'un qui va s'en prendre à vous. C'est quelqu'un qui... Parce que fondamentalement, l'être humain, si on le laisse seul, c'est une créature plutôt cruelle, plutôt violente, égoïste, etc. C'est donc, dans une certaine mesure, ça ressemblerait à un zombie. C'est pas vrai. Évidemment que c'est pas vrai. Fondamentalement, l'être humain, c'est pas un monstre. Évidemment pas. Au contraire, si on avait à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'état de nature, c'est pas de s'en prendre les uns aux autres. Si on voit une mère avec ses enfants ou si on voit les animaux ou autre chose, c'est une forme de collaboration. Mais notre société qui a tellement peur s'imagine que si tout avait à disparaître, on en retournerait à une certaine forme de violence. Alors le zombie incarne d'abord cette idée-là, tout comme il incarne notre peur de la mort. Un des grands tabous de notre société, c'est les signes de la mortalité, de la fatalité, que ce soit l'âge, que ce soit la maladie, que ce soit les morts. Hein. Toute une tradition, toute une histoire, toute notre histoire en Occident a été fondée, par exemple, sur l'idée que la personne décédée, on allait la veiller dans la maison, dans sa maison. Ça a complètement disparu aujourd'hui, où on ne voudrait pas nécessairement qu'un mort entre chez nous, où on aurait une crainte, ou encore on va parquer, pour utiliser une expression un peu simple, on va parquer les personnes âgées dans des maisons, où on va leur rendre visite de temps à autre, mais on ne veut pas nécessairement qu'ils vivent avec nous, etc. Il y a tout un tabou qui entoure la maladie et la mort dans notre société, qui fait retour dans le cinéma de zombie, comme une sorte de retour du refoulé. Et justement, c'est une figure qui enfreint les tabous. Là, on parle de celui de la mort, mais vous évoquiez tout à l'heure la dévoration, qui est aussi quelque chose d'extrêmement tabou, finalement, dans nos sociétés contemporaines.